C'est officiel, les États-Unis stoppent une partie de leur livraison d'armes, notamment le matériel servant à la défense aérienne et qui déjà faisait cruellement défaut à Kiev. Motif invoqué, les stocks sont quasi vides et les Américains ont besoin de ce qu'il reste pour assurer leur propre sécurité. Alors souvenez-vous de cet échange fin de semaine dernière en marge du sommet de l'OTAN entre Donald Trump et une journaliste ukrainienne. Il fallait écouter le président américain, déjà, il en disait beaucoup. D'où venez-vous? Je viens d'Ukraine. Les États-Unis sont-ils prêts à vendre des systèmes de missiles antiaériens patriotes à l'Ukraine? Nous savons que la Russie a très durement frappé l'Ukraine. Vivez-vous vous-même en Ukraine en ce moment? Mon mari est là-bas. Bien, alors laissez-moi juste vous dire qu'ils veulent avoir des missiles antimissiles, d'accord? Comme ils les appellent, les Patriots. Et nous allons voir si nous pouvons en mettre à disposition. Vous savez, ils sont très difficiles à obtenir. Nous en avons besoin, nous aussi. Nous les fournissons à Israël et ils sont très efficaces. Efficaces à 100%. Difficile de croire à quel point c'est efficace et c'est ce qu'ils veulent plus que toute autre chose. Comme vous le savez probablement. C'est une très bonne question et je vous souhaite beaucoup de courage. Et oui, on le disait, du courage, il va en falloir aux Ukrainiens parce que ces âmes, Laura, ils ne les auront pas. Non, ils ne les auront pas, Christophe. Cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier, a déclaré laconique Anna Kelly, une porte-parole adjointe de la Maison-Blanche. Selon Politico, cette décision a été prise par le chef de la politique du Pentagone, Elbridge Colby, après un examen de ses stocks. Il en aurait conçu des inquiétudes quant à la diminution du nombre de munitions d'artillerie, notamment de précision et de missiles de défense aérienne. Conséquence, ce sont ces types d'armes qui ne seront pas livrés aux Ukrainiens, à savoir des obus d'artillerie de précision, des missiles lancés depuis les avions F-16 et des missiles pour les systèmes de défense aérienne Patriot. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis n'avaient pas lancé de nouvelles livraisons, mais ils poursuivaient les aides militaires déjà actées par Joe Biden. Cette interruption intervient alors que l'Ukraine fait face à une intense campagne de bombardement. En juin, la Russie a lancé 37% de plus de drones à longue portée sur le pays dans des attaques nocturnes, d'après une analyse établie par l'agence France-Presse. Alors, la question que l'on se pose maintenant et certainement que se posent les Ukrainiens, Laura, est-ce que nous, alliés européens, on peut aujourd'hui prendre la place des Américains ? Voyons ce qu'il en est pour chaque type d'armement. Les obus d'artillerie de précision sont des obus guidés par GPS appelés les Excalibur qui peuvent aller frapper à une 50aine de kilomètres. Les Américains sont les seuls à en produire. Les Européens ne peuvent donc pas les remplacer. La France a un projet avec KNDS, le modèle Katana, mais il n'est pas encore en production. Il pourrait encore y en avoir pour 2 ans, selon les experts. Pour ce qui est des missiles lancés par les F-16, les Ukrainiens n'utilisent pour l'instant que des missiles de fabrication américaine. Il faudrait donc une adaptation, mais l'adaptation est possible. Des bombes européennes pourraient être portées par ces avions. Enfin, les missiles pour système Patriot. Il existe bien une usine qui en produit en Allemagne, l'entreprise Comlog, mais il s'agit d'assemblage sous contrôle et avec des pièces américaines. L'autre option serait d'accélérer la production du Samte Mamba franco-italien, un système équivalent au Patriot, mais quoi qu'il arrive, ce ne pourrait être avant 2026. Conclusion, signé l'expert en armement Marc Chassillan, à moins d'un effort financier et industriel considérable, l'Europe ne peut prendre le relais des Américains. Merci beaucoup Laura. Sur ce dernier constat, on va retrouver Marianne Kotonov et Éric Josset. Merci beaucoup à tous les deux. Quelques réactions déjà de Kiev bien évidemment, et notamment cette dernière réaction du ministère de la Défense qui indique ne pas avoir été notifié par Washington de cette décision de supprimer ces livraisons d'armes. Quoi qu'il en soit, Marianne, les réactions sont vives. Déception du côté de Kiev. Évidemment, ici c'est l'inquiétude du côté militaire. On se dit qu'on ne va pas pouvoir y arriver. Vous savez, ça pousse du côté de Soumy, ça pousse également toujours du côté du Donbass, de Pokrovsk. Et puis beaucoup de villes sont visées par des drones. 37% effectivement, vous le disiez, d'augmentation d'attaques de drones. Et rien que sur un mois, la Russie a opéré plus de 5400 attaques contre des villes aussi, contre des civils. Parce que c'est à ça aussi que servent les missiles patriotes. C'est effectivement
à protéger les villes, à protéger Kiev, à protéger Dnipro, à protéger Kharkiv, toutes ces villes qui sont frappées, eh bien très très souvent. Kharkiv, c'est quasiment quotidiennement. Donc ici, bien sûr, eh bien, on estime que on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Alors le seul espoir, c'est que Donald Trump accepte de vendre ces missiles patriotes à l'Ukraine. C'est déjà une demande qui avait été faite par Volodymyr Zelensky, qui est de nouveau réitérée. Il y a des conseillers de Volodymyr Zelensky qui s'entretiennent avec des conseillers de la Maison-Blanche pour essayer de trouver un terrain d'entente pour ça. En attendant, bien ici, encore une fois, c'est la résilience qui prend le pas, parce que voulez-vous faire d'autre que d'essayer de résister avec ce que l'on a. Et pour le moment, eh bien, c'est encore une passe très difficile pour les Ukrainiens. Merci Marianne, merci à Eric. Résilience côté ukrainien, et vous allez l'entendre, satisfaction ô combien du côté de Moscou avec cette déclaration pendant l'émission du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. D'après ce que nous comprenons, la raison de cette décision est que les stocks sont vides, qu'il n'y a pas assez d'armes dans les entrepôts. En tout état de cause, moins l'Ukraine recevra d'armes, plus la fin de l'opération militaire spéciale se rapproche. Et tout à l'heure, vous avez eu cette réflexion générale, Paloméros, et dire qu'on le savait. Ça allait arriver, il aurait peut-être fallu se réveiller plus tôt. Il y a eu il faut regarder un petit peu le plus, le moins, mais il y a eu un effort qui a été fait. On citait le chiffre d'investissement européen qui a dépassé celui des États-Unis au mois d'avril, 72 milliards d'euros en armement, par l'Europe, par les pays européens, contre 64 milliards. Et maintenant, ça c'est des chiffres, mais ça ne remplace pas des capacités critiques. Alors, sur le domaine de la défense antiaérienne, puisque c'est ça le sujet, les Ukrainiens sont confrontés évidemment à la menace que constituent les missiles les plus performants, les missiles éventuellement hypersoniques, mais même s'ils sont supersoniques, je veux dire, ils sont noyés dans un flux. Donc, ça, effectivement, aujourd'hui, il n'y a que les systèmes de défense antiaérienne américaine du type Patriot qui peuvent, c'est les Patriotes qui peuvent le faire. Mais à côté de ça, il y a tous ces drones qui volent en essaim, de plus en plus haut, de plus en plus nombreux, et qui présentent en eux-mêmes déjà une capacité offensive et qui masquent en quelque sorte les missiles, qui permettent aux missiles aussi de pénétrer, parce que la défense aérienne, évidemment, est surchargée. Donc il y a plusieurs... C'est devenu une technique il y a plusieurs défis derrière tout ça. Et il faut se souvenir aussi que les Américains ont cessé de livrer un certain nombre de moyens de défense anti-drone parce qu'ils les ont consacrés à leurs forces qui sont déployées au Moyen-Orient. Donc il y a quand même un véritable problème d'équilibre pour les Américains en fonction de leurs priorités stratégiques et des stocks qu'ils ont. Et ça, les stocks qu'ils ont, on ne les connaît pas. Mais évidemment, quand on s'appelle l'Amérique, on a intérêt à avoir un stock stratégique si on veut pouvoir intervenir partout dans le monde à peu près à n'importe quel moment. Alors quand on s'appelle l'Amérique, on a aussi une politique. Alors on va continuer bien évidemment de parler de ce coup de poignard dans le dos des Ukrainiens, mais petite réflexion, c'était hier. Vous allez écouter le président américain, il est interpellé par une journaliste sur le tarmac, tout simplement parce qu'il y a une offensive qui se prépare à l'est de l'Ukraine par les soldats de Moscou. Écoutez bien ce qu'il dit. La Russie a environ 50 000 soldats stationnés à l'extérieur de Soumy en Ukraine. Que ferez-vous si la Russie autorise une offensive ? Nous verrons ce qui se passera. Nous verrons, Magali. C'est tout vu. On a vraiment l'impression que c'est plus du tout le problème de l'Amérique de Trump. Non, parce que en effet, il y a eu cette guerre entre Israël et l'Iran. Aujourd'hui, Donald Trump essaye de proposer un grand deal sur le Moyen-Orient, avoir aussi un deal avec les Iraniens. On sent qu'en effet, son attention, en fait, n'est plus du tout sur le conflit ukrainien et que maintenant, c'est au Moyen-Orient qu'il peut peut-être essayer de brandir des victoires diplomatiques qu'il n'a pas eues avec Vladimir Poutine. Il le disait lui-même, Trump. Poutine est un adversaire beaucoup plus difficile que ce que j'avais envisagé. Et en fait, ça a une conséquence, c'est que finalement, il se dit qu'il ne va pas y arriver. Donc, en fait, que c'est un conflit
entre Européens et que peut-être que les États-Unis n'ont pas trop à s'en mêler. Ce que l'on voit quand même sur les livraisons d'armes, c'est que jusqu'à présent, de toute manière, c'était les fins de budget de l'époque Biden qui étaient encore livrées. Jamais il n'a été décidé par l'administration Trump de remettre au vote au Congrès un paquet d'aides comme l'avait fait Joe Biden. On voit bien qu'aussi les sénateurs américains qui voulaient sanctionner très lourdement et économiquement la Russie, Donald Trump n'a pas donné son aval pour que le texte soit proposé au Congrès. Donc il y a quand même, il n'y a pas un effet de surprise de voir cette décision aujourd'hui. Elle était finalement assez attendue. On voit bien qu'aujourd'hui, Trump se dit que ce n'est plus véritablement son problème et qu'il n'y a finalement peut-être que des coups à prendre aussi politiquement parce que il s'est impliqué, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait de Vladimir Poutine et que maintenant, finalement, il laisse faire. C'est un peu le Ponce Pilate américain, il s'en lave les mains. Anne Gente, quand on écoute Dmitri Peskov, lui se réjouit bien évidemment du côté du Kremlin, il dit voilà, sans armes, les stocks sont vides. Déjà, c'est une petite victoire sur les Américains, alors qu'on sait que les stocks russes ne cessent de se remplir. Et il dit voilà, c'est bientôt la fin de l'opération spéciale. En fait, ce nous, on n'a peut-être pas réussi à faire. Merci l'Amérique de le faire. Oui, je crois qu'il y a aussi un jeu de propagande et d'intoxication bilatérale dans lequel il ne faut peut-être pas rentrer. C'est certain que l'abandon, la décision, l'annonce des États-Unis hier sont clairement un électrochoc stratégique pour nous, il n'y a aucun doute, dans un contexte où l'Europe a déjà mis en place un certain nombre de mesures pour essayer, vous l'avez dit, sur le plan des investissements, mais également très concrètement avec une industrie de l'armement qu'on soutient et en Ukraine et chez nous. Mais on voit bien qu'il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui et beaucoup plus vite. Et quelque part, ce que fait Trump, je vais peut-être vous surprendre, mais on peut peut-être s'en inspirer. Que fait Trump? La paix par la force. Il vient de le montrer en Iran. Est-ce que ce n'est pas le moment pour l'Europe de le faire? Et elle sait le faire, et elle peut le faire. Ça veut dire qu'on n'achète plus de pétrole, on n'achète plus de gaz russe? Il faut... Enfin? On bombarde quoi? Il faut... Alors, c'est ça qu'il faut essayer de voir comment on peut aider c'est les Ukrainiens de nous le dire, c'est pas à nous de le faire, c'est pas à nous de prendre l'initiative, mais en tout cas la paix par la force dans le soutien massif. Alors, il a parlé des stocks américains, bon, ça c'est la propagande, je rentre pas dedans, mais quels sont l'état de nos stocks? On sait très bien que nous aussi on a voulu les protéger. Est-ce qu'il y a un moment, on a des stocks encore? Il y a pas, je ne sais pas vous dire où nous en sommes, mais c'est un peu le problème. On a un militaire sur ce plateau, on peut se poser la question, alors pas nous, que français. En tout cas, il s'agit certainement de réfléchir à cela et voir comment nous pourrions peut-être, je ne sais pas, peut-être pas, mais en tout cas il y a une réflexion. Non mais c'est intéressant sur la réflexion, c'est-à-dire sur le positionnement et le langage. Exactement, il n'y a pas de volonté. Je suis en train de vous dire, il faut du courage. Non mais justement, c'est ce que disait Anne Gente. Il y a un manque de matériel et pas de volonté. Non mais on pourrait s'inspirer peut-être des méthodes parfois très brutales de nos adversaires ou de certains de nos alliés. Ça demande du courage politique, ça demande de la lucidité. L'Ukraine reste la barrière, notre barrière avec cette attaque sur nos démocraties, sur nos valeurs. Allons jusqu'au bout et exprimons concrètement sur le terrain ce que nous ne cessons de dire. Beau discours. Xavier. Mais pour le matériel, moi j'ai un exemple frappant de défense antimissile pour protéger les villes, les civils ukrainiens. En France, on a un système qui fonctionne très très bien, qui a été créé en collaboration avec l'Italie, qui s'appelle le missile Mamba. On en a donné un à l'Ukraine. Pourquoi on en a donné un à l'Ukraine? Parce que nous-mêmes, pour protéger nos sites sensibles, nous en avons 8. L'île Longue, l'arsenal de Toulon, certains lieux gouvernementaux qu'il faut absolument protéger. Au total, donc on est un peu dans la même situation que l'Amérique de Donald Trump. Je vais le faire en 2 points. Pour couvrir l'ensemble de la France de manière efficace, il en faudrait une 30aine. Le système fonctionne très très bien. Hein. Peut-être pas aussi bien sur les hautes altitudes que le Patriot, mais il fonctionne très 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 bien. Il en faudrait 30, nous en avons 8, donner 1 à l'Ukraine. D'un autre côté, la volonté politique, elle est où? Elle n'est pas là, la volonté politique, parce que si on voulait, les Européens, tous ensemble, pourraient acheter du matériel, comme un peu l'initiative tchèque avec les obus, ça a plutôt bien fonctionné. On a réussi à trouver 1 million d'obus, on les a payés extrêmement cher, parce qu'évidemment, les prix ont Il y a d'autres industries de défense qu'on peut solliciter. Mais aujourd'hui, que ce soit à Paris, à Londres ou à Berlin, pour les capitales les plus importantes, voire même en Pologne, il n'y a pas de volonté politique. Là, à partir du moment où Trump lâche l'affaire, tout de suite, on devrait la reprendre. On paie déjà plus cher. Le général nous le disait tout à l'heure, 72 milliards contre 64 milliards au mois d'avril. Donc on pourrait le faire largement, mais il n'y a pas de volonté. Alors on peut peut-être compter sur la nouvelle volonté du chancelier Merz, Magali, parce que... Non. J'étais justement dans un train pour aller à Kiev et il y avait l'ancien secrétaire général du Parlement européen, un Allemand, qui parlait avec un Américain.
et qui lui a dit la chose suivante, qui m'a profondément choquée, je peux vous dire que ça a remonté très vite. Non, mais de toute façon, en Europe aujourd'hui, c'est à nous, Allemands, de reprendre le lead parce que Macron est en fin de règne. Alors ça, c'est pas acceptable. Le président Macron, c'est sans doute le seul qui, depuis 2017, secoue les Européens et leur dire, attendez les gars, maintenant il faut se prendre en main parce qu'on va pas tout le temps compter sur les Américains. On ne pourrait pas arrêter les querelles de chapelle, même si elles sont importantes. On a besoin, je disais, de l'Allemagne de Merz, qui est une Allemagne qui semble volontaire, qui veut investir dans les armes. En partenariat, pas en leadership unique. L'Europe, c'est 27. C'est pas 1 plus 26. C'est 27. Mais d'ailleurs, le dernier chancelier allemand qui a passé un coup de fil à Vladimir Poutine, on l'avait beaucoup critiqué à l'époque, il s'appelle Scholz, il a perdu les élections. Alors, attendez, on va parler dans quelques instants du dernier, c'est-à-dire le président Macron. Alors, il ne se représentera pas, mais ça risque de lui coûter cher quand même. Emmanuel Macron a eu le mérite, c'est vrai, de secouer les Européens dès le début. Et finalement, dès son arrivée lors du premier mandat, il parle de souveraineté européenne. Bon, très bien. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont les Allemands qui ont le budget. Nous, avec quoi, en fait, on finance tout ce qu'on veut faire? Les Allemands, ils sont en train de mettre des milliards et des milliards sur la table. Je veux dire, ça inquiète aussi l'armée française, parce que demain, si c'est l'Allemagne qui devient la vraie grande puissance militaire, industrielle, nous, en fait, on n'a tellement pas de marge budgétaire que oui, on peut dire les Allemands on n'a même pas de budget encore. Voilà, vont trop loin. C'est le seul. On a un gros budget militaire. Oui, alors ils n'ont pas la dissuasion budgétaire, mais ils ont finalement la bombe militaire américaine. Et aujourd'hui, finalement, c'est l'Allemagne qui est en train de monter en puissance au niveau militaire. Et demain, ce sera peut-être finalement le grand protecteur du reste de l'Europe. Il y a un enjeu quand même. Général. Oui, je pense que l'Allemagne, c'est pas découvert comme ça une ambition. Je crois que ce que l'Allemagne a compris, que d'abord rentrer dans une ère de confrontation. On est passé de la compétition à la confrontation. Et deuxièmement, que finalement, ce modèle américain qui base une partie de sa croissance, de son progrès, de son innovation, sur un très puissant budget de défense, qui irrigue en quelque sorte bien des aspects, qui crée aussi Internet, qui crée SpaceX, qui crée le nouvel espace. Je pense, enfin c'est en tout cas mon avis, que les Allemands veulent s'en inspirer parce qu'ils ont des gros problèmes de reconversion de leur industrie. Et là, il y a un créneau. Alors, notamment automobile. Et il faut absolument, et c'est pour ça que des projets comme le futur combat, avion de combat futur, il est tellement stratégique. Si on perd cette voie-là, je pense qu'on va vers un divorce et ça sera, tout le monde en paiera les frais, mais nous en particulier. Il faut qu'on arrive à ouvrir. On a fait Airbus ensemble, on a fait des choses extrêmement intéressantes. Il faut se redonner le courage d'agir ensemble, entre Européens, pas forcément avec l'Allemagne. D'ailleurs, il y a des coalitions de circonstances. La Pologne qu'on a un peu trop oubliée et qui maintenant est dans les mains américaines parce qu'on l'a oublié. On l'a pas invité à la table, si vous voulez. Ça remonte un peu dans le temps. On lui a pas dit, il y a un projet commun, on va partager des intérêts communs. Si on partage des valeurs, c'est bien, mais des intérêts, c'est encore mieux. Un peu rattrapé par le traité de Nancy que le président Macron, justement, vient de signer. Oui, c'est exact. On ramène la Pologne vers nous. Tout ça remonte quand même à l'intégration de la Pologne. Oui, bien sûr. C'est pas bien d'accord avec vous. Les Allemands viennent d'annoncer, le gouvernement allemand, qu'il y avait un nouveau chef d'état-major de l'armée allemande qui allait arriver au mois de septembre, justement pour accompagner finalement cette impulsion politique, financière aussi, que vraiment le gouvernement allemand est vraiment a la volonté politique d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans cette construction d'une défense allemande. Alors on peut s'en réjouir, oui bien sûr. Tant mieux, mais je crois qu'il faut que justement le saisir comme un levier, comme une opportunité pour qu'il puisse tirer l'Europe vers une industrie de défense européenne beaucoup plus forte. Et nous avons une carte à jouer aussi politiquement pour peser auprès des Allemands, notamment à travers des grands projets structurants comme le SCAF.